Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble avec vous pour parler de la bourse, de l'économie, pour faire un tour des actualités financières et boursières de la semaine passée. Et comme d'habitude, nous allons essayer de se projeter à l'avenir pour comprendre les tendances qui nous attendent sur ces marchés financiers qui deviennent de plus en plus chahutés, de plus en plus volatiles. Beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets pour cette vidéo. Donc j'espère encore une fois, j'espère que je vais être synthétique. J'arrive rarement de le faire, mais je vais essayer encore une fois de faire aujourd'hui. Et j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Au début de cette vidéo, je voudrais vous annoncer que pour le mois de novembre, j'ai publié les mises à jour de mes screeners sur mindcash.fr. Vous avez toutes les informations dans la description comment rejoindre les screeners Mindcash. Donc, je vous rappelle qu'il y en a 4, donc les 4 sélections d'actions par profil d'investisseur que je publie tous les mois. Donc c'est le profil PEA, ce qui est le plus courant en France, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont ce magnifique statut PEA pour leur compte titre qui permet d'avoir des bénéfices fiscaux. Le screener dividende, donc ça c'est comme le nom l'indique. D'ailleurs ce screener ce mois-ci il est assez particulier parce que je suis parti sur un autre segment d'investissement parce que suite à la situation très particulière avec l'inflation élevée, avec les taux élevés, donc là j'ai un petit peu changé de stratégie pour les portefeuilles dividendes, pour les portefeuilles qui veulent devenir, pour des personnes qui veulent devenir rentiers avec la bourse. Et le troisième sélection que je présente tous les mois, qui s'appelle Tranquille Biche, ça c'est Homemade Mindcash, donc ça c'est mon invention. J'ai un portefeuille que je présente sur le site mindcash.fr qui est destiné aux investisseurs qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques, les bons pères de famille, comme on les appelle parfois. Et donc, dans ce screener, je choisis tous les mois 2-3 actions que moi, je considère les moins risquées dans les conditions actuelles. Et enfin, mon top shortlist, c'est pas les actions que je veux shorter, mais c'est surtout mes chouchous personnels. Donc ça, c'est un screener très subjectif. Ce sont des actions que moi, je préfère en ce moment. Ça ne va pas forcément dire que je les ai achetées, mais dans tous les cas, ça fait partie de la top de mon liste pour les candidats de faire partie de mon portefeuille principal. D'ailleurs, juste pour partager, parce que je commence à avoir un petit peu du track record depuis que j'ai lancé ces screeners, et donc là, pour l'instant, il est très convaincant. J'ai publié sur la chaîne Telegram. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre la chaîne Telegram, s'il vous plaît. C'est mon outil de communication principal pour le projet Mindcash. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like pour vous. Ça coûte rien. Encore une fois, je sais que c'est pénible que je vous demande ça à chaque fois, mais ça m'aide énormément pour développer cette chaîne gratuite, ces vidéos gratuites, si vous voulez que je continue de les faire. Donc n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu ou un dislike si vous n'aimez pas, mais dans ce cas-là, mettez un commentaire et partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse, qui veulent s'initier en bourse, parce que j'essaie de présenter le contenu pour des différents profils des investisseurs, comme je viens de vous présenter. Voici ce sont mes choix de mois dernier. Donc là, comme vous pouvez voir, les performances sont très positives. Donc là, je note Lockheed Martin. Je sais qu'il y en a certains qui trouvent que cette action, elle est peu éthique parce que il s'agit du secteur de la défense. On en a déjà discuté. Je vais me répéter. Vous pouvez me poser la question si vous voulez dans les commentaires, avec plaisir. Je vous réponds pourquoi moi je pense que c'est éthique d'investir, surtout en ce moment dans ce type de valeur. Après, évidemment, c'est un avis personnel, parce que là, je respecte énormément l'éthique dans l'investissement, et moi-même, j'ai un certain nombre d'actions dans lesquelles je n'investis pas pour des raisons purement éthiques, mais après, chacun définit son seuil pour lui-même. Voilà, bon, moi j'ai mon seuil, vous avez peut-être le vôtre, donc, et ce n'est pas nécessairement que nos seuils d'éthique sont les mêmes, donc voilà. Ensuite, JP Morgan Chase, ça, c'est les banques, c'est une seule banque que j'ai dans mon portefeuille, donc là, je suis évidemment très content par la performance de cette banque d'investissement. N'oubliez pas, c'est deux types de banques de
détail, banque d'investissement. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les banques, moi je maîtrise très bien ce secteur, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur bancaire, je peux le faire. Il y en a eu déjà des vidéos sectorielles par rapport au secteur de banque et l'assurance sur la chaîne Mind the Cash, mais ces vidéos deviennent un peu vieilles, donc si vous voulez que je rafraîchisse un tout petit peu. Et pour vous donner un petit peu une idée, j'ai deux idées de vidéos en concurrence, c'est les vidéos sur l'immobilier, notamment l'immobilier physique et l'immobilier coté, donc les fameux REITs ou REITs, je ne sais pas comment vous prononcez, et aussi je peux faire une vidéo sur les banques. Qu'est-ce qui vous intéresse maintenant? Dites ça dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup, comme ça me permettra aussi de voir votre opinion. Accenture, cette valeur elle a remonté, mais par contre hier, dans la séance de la fin de cette semaine, elle a pas mal baissé, donc cette valeur reste volatile, mais elle est extrêmement intéressante en termes de valorisation. Ensuite, Microsoft. Bon, Microsoft n'a pas beaucoup bougé. Les GAFAM en ce moment sont mal aimés. Encore une autre banque que j'aime bien. J'ai pas encore dans mon portefeuille principal, mais je l'ai conseillé dans un des screeners dividendes parce que cette banque, elle verse une dividende très confortable. Danone, bon, Danone, c'est valeur défensive. Procter & Gamble qui a remonté, c'est une catégorie A qu'il fallait absolument saisir, je trouve, le mois dernier. Donc, c'était mon conseil. Et 7% de hausse sur un seul mois pour une valeur de la catégorie A tellement défensive, je trouve que c'est énorme d'ailleurs. Donc, vous voyez, donc, je suis plus impressionné par la hausse de 7% de Procter & Gamble que, disons, 20% sur JP Morgan, qui, évidemment, par définition, plus volatile. D'ailleurs, j'ai dit le mot conseiller, je vous rappelle que je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement, je n'ai pas d'autorisation pour le faire, ni de licence, donc tout ce que je vous dis, c'est ni plus ni moins que mon avis personnel. Synergie, ça c'était mon conseil pour... Bon, encore conseil. C'était mon choix pour le portefeuille PEA. Thermador Group, pareil. Et Euronext, pour l'instant, je trouve qu'elle n'est pas chère, elle est pas mal endettée, mais cette valeur aussi, donc ce que j'appelle catégorie 1-, elle est intéressante en termes de son positionnement, en termes de ses avantages concurrentiels. Voilà, bref, ça c'était mon choix du mois dernier et maintenant j'ai publié le choix pour le mois à venir. Donc vous pouvez aller regarder dans la description de cette vidéo comment rejoindre les screeners Mind the Cash. Bien évidemment, maintenant je suis dans une période du lancement de ce nouveau projet, donc là c'est pas tous les mois que je vais vous présenter le mois précédent, donc ça reste quand même exceptionnel en fait. En gros, je partage quel type de contenu vous pouvez avoir avec des abonnements premium Mind the Cash. J'ai également mis à jour les différents screeners. Ça c'est pas mes choix en fait pour investir pour ce mois-ci, mais en gros c'est une liste de suivi par secteur. Donc là il y a plusieurs secteurs que moi je suis, c'est Metaverse, voiture électrique, énergie énergie renouvelable et les foncières aux côtés. Et je vais aussi rajouter une liste des semi-conducteurs parce que ce sont mes secteurs préférés évidemment. Je le suis de près et après je fais des commentaires dans chacun de ces screeners par rapport à ce que moi je pense une telle ou telle valeur si j'ai un avis bien évidemment. Également pour ceux qui attendent ma lettre mensuelle, parce que pour mes abonnés à Mind the Cash Premium, je publie tous les mois une lettre mensuelle avec ma vision macro, bon, tout un tas de choses. Donc c'est une lettre assez longue généralement et aussi l'analyse technique des différents indices. Donc je vais la publier cette semaine. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jerome Powell en fait, parce qu'il a organisé son meeting le 2 novembre. Je voulais faire la lettre mensuelle après la réunion de la Fed, parce qu'évidemment s'il y avait une surprise, dans ce cas-là ça affecterait énormément mes prévisions, en fait mon analyse. Parce que justement la surprise que j'avais un petit peu peur n'a pas eu lieu. Donc quelles étaient les attentes avant cette réunion? Grosso modo, les marchés ont commencé à rebondir. C'est pour ça d'ailleurs que les performances sont bonnes au mois d'octobre, parce que le marché était haussier. Pourquoi le marché était haussier? Parce que le marché a commencé à pricer le fameux pivot de la réserve fédérale. Qu'est-ce que c'est le pivot? Grosso modo, la banque centrale, quel que soit le pays, en fait, elle applique une certaine politique monétaire. Elle peut être accommodante ou moins accommodante. Donc quand elle est accommodante, ça veut dire qu'elle baisse les taux, ça veut dire qu'elle injecte de liquidité dans le système. On ne va pas trop rentrer en détail parce que ça peut vite devenir complexe. Et dans ce cas-là, elle favorise l'investissement, elle favorise les emprunts, en fait, des entreprises, des particuliers, etc. etc. Mais quand c'est et en fait, elle stimule la croissance économique. Actuellement, c'est l'inverse qui se passe. Ça s'appelle quantitative tightening et cela veut dire que la politique monétaire, elle devient
plus restrictives. Cela veut dire qu'ils montent les taux, cela veut dire qu'ils réduisent leur bilan, donc ils retirent les liquidités du système. Pourquoi elles le font? Dans le premier cas, quand il s'agit de quantitative easing, cela veut dire d'assouplissement monétaire, cela veut dire que l'économie nécessite, on va dire, un petit stimulus, parfois un gros stimulus, même ces dernières années c'était plus en gros, et quand ils retirent les liquidités du système, cela veut dire qu'ils veulent que la croissance ralentisse, ou bien parce qu'il y a un problème d'inflation. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième scénario, il y a une inflation qui explose partout dans le monde. Ça, je pense que quelle que soit votre connaissance des marchés financiers et de l'économie, vous le savez. Quand vous allez au supermarché, je pense que vous le voyez très très bien, c'est que les prix montent. En fait, une des responsabilités des banques centrales, c'est de gérer l'inflation. Après, selon les banques centrales, le mandat est différent, mais l'inflation, elle est toujours présente dans le mandat des banques centrales mondiales. Et donc, la Fed, maintenant, elle commence à lutter contre cette inflation, et pour lutter contre cette inflation, il y a plusieurs outils, mais le principal, c'est la hausse des taux. C'est ce qu'elle a commencé à faire, et là, encore fait cette fois, la semaine dernière, elles ont monté de 75 points de base. C'est une hausse inédite, en fait. En plus, en 4 réunions consécutives, ils montaient le taux si fortement. Donc là, je ne sais même pas si l'histoire a vu déjà ça, pour contrer justement cette explosion inflationniste. Et maintenant, tout le monde, les marchés, bon, les marchés ont baissé cette année à cause de ça, c'est évident. Donc là on peut voir cette chute des marchés que nous avons vécu vraiment cette année. Donc, et là on est toujours, on va encore parler des tendances, mais cette chute justement elle est due à cause évidemment de la guerre en Ukraine, à cause de tout un tas de phénomènes économiques, mais principalement c'est la politique monétaire, parce que c'est elle qui injecte les liquidités, et les marchés sont très sensibles depuis la crise des subprimes il y a déjà 12 ans, ça commence à être vieux. Les marchés sont habitués au stimulus permanent des banques centrales. Maintenant il y en a moins, il y a même ils retirent de liquidités, ça n'est pas arrivé souvent. En fait, une seule fois c'est arrivé pendant ces deux dernières décennies, c'était en fin 2018, et donc là maintenant on chute à cause de ça. Et le marché en octobre, il s'attendait qu'enfin, après les 4 réunions de hausse phénoménale de hausse de taux, la Fed va arrêter, et probablement ils vont donner une idée glissée, une petite idée dans le marché, que l'année prochaine on va peut-être sous certaines conditions commencer à faire le quantitative easing. Donc c'est ce qu'on appelle le pivot, cela veut dire que le changement de la politique monétaire à 180 degrés. Donc il y en avait des personnes qui faisaient de rêve déjà qu'à partir du début même de l'année prochaine, on va déjà être dans un discours très accommodant. Moi j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo que je ne comprends pas sur quoi ces idées ont été basées, parce que l'inflation elle est toujours là, le chômage elle est toujours mauvais. Bon, en fait, pardon, le chômage il est au contraire, elle est bon, mais sauf qu'aujourd'hui quand le chômage est bon, pour l'inflation c'est mauvais, parce que plus les gens travaillent, plus les gens gagnent, forcément ça stimule l'inflation. Donc je ne vais pas trop rentrer dans la macroéconomie, on en a déjà parlé, j'en parle souvent dans mes lettres mensuelles, dans mes abonnements. Dans tous les cas, grosso modo, on sait qu'aujourd'hui, depuis le Covid, depuis la réouverture, maintenant il y a une énorme pénurie de tout, et y compris la pénurie des cadres, surtout des cadres de qualité. Et maintenant, les cadres supérieurs, je veux dire, les entreprises font la concurrence entre elles pour trouver des bons profils, et ils proposent du coup les salaires qui sont meilleurs, et voilà, et donc du coup ça fait augmenter le pouvoir d'achat de certaines personnes. Je sais que tout le monde n'est pas concerné malheureusement, mais voilà, donc ça crée un contexte économique très favorable à la hausse des prix. Donc maintenant qu'on voit les statistiques positives sur l'emploi, ce n'est pas nécessairement bon pour les marchés, parce que c'est très mauvais pour l'inflation. Donc voilà, si nous revenons maintenant à la réserve fédérale, je ne comprends pas pourquoi les marchés ont cru qu'il y aura un pivot. Et ce qu'a dit Jerome Powell, tout simplement, il a dit que non, il n'y a pas de pivot pour le moment. Peut-être, en fait, il a glissé effectivement l'idée qu'il va ralentir on va dire la ampleur des hausses des taux dans les réunions suivantes, ce qui est tout à fait normal, parce que bon, on va pas monter 75 points de base, j'espère, tous les mois, donc ça, c'est parce que sinon on va arriver vraiment à un taux extraordinaire. Et c'est tout à fait logique de s'y attendre. Après, le marché, encore une fois, on va parler de l'humeur des marchés quand on va faire l'analyse technique, parce qu'aujourd'hui, le marché il a envie de monter. Ça, c'est vraiment quelque chose absolument impressionnant qui se passe aujourd'hui sur le marché financier, que moindre bonne nouvelle, elle trigger la hausse des taux, en fait, la hausse des marchés, et les mauvaises nouvelles sont pas mal ignorées.
Donc ça c'est un signal quand même assez positif, assez bullish, mais par contre les bulles, ils se fondent purement sur de la psychologie de marché. Donc parce qu'on a atteint certains niveaux sur S&P 500, bon là on va maintenant en parler, où l'achat peut être justifié. Donc après on peut avoir un débat éternel, à quel niveau, à partir de quel niveau on peut acheter. Mais aujourd'hui, déjà, on peut dire que les marchés ne sont pas chers. On ne peut pas encore dire que les marchés sont très bons marchés, sont très intéressants, mais dans tous les cas, on ne peut pas non plus parler des marchés survalorisés, comme c'était le cas quand on était proche des plus hauts historiques. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de catalyseur pour la hausse des taux. La hausse des marchés, parce que l'économie va toujours mal, on ne voit toujours pas la sortie de la crise inflationniste, surtout en Europe. Là je vous parle des États-Unis, mais n'oubliez pas, les États-Unis, ce sont ceux qui sont le moins concernés en fait par rapport à des problèmes économiques de l'année 2022. C'est vrai que les États-Unis sont autonomes de point de vue énergie, ils sont loin de la Russie, et au contraire, la Russie qui fait la guerre avec l'Ukraine, et au contraire, elle en profite parce que maintenant ils sont dominants sur le marché du gaz naturel liquéfié en Europe. Ça va être le principal fournisseur de GNL en Europe, ça sera les États-Unis, bon, probablement encore du Qatar, des pays du Golfe, mais les États-Unis vont prendre une grosse partie du gâteau russe que Vladimir Poutine a gentiment offert aux Américains contre lesquels il était censé de faire cette guerre, parce que là, il se rêve d'être dans une guerre anti-occidental, et donc du coup son principal ennemi, comme il dit dans la propagande, c'est les États-Unis en fait, en grosso modo, et finalement il a fait des cadeaux extraordinaires de point de vue économique, déjà de point de vue de gaz, parce que là il est complètement sorti du marché du gaz en Europe, et aussi pour l'armement, parce que maintenant il y a tous les pays qui veulent se rearmer, donc c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure dans mon choix de Lockheed Martin, c'est d'ailleurs que c'est les fabricants de fameux HIMARS, en fait ce sont des armes qui ont été livrées en Ukraine, et ils ont vraiment le carnet de commande assuré pour pas mal d'années. Il est toujours pas cher après une hausse comme ça, comme vous voyez sur votre écran, il est toujours pas cher, mais par rapport surtout à des perspectives. Mais après c'est peu transparent comme entreprise évidemment, parce que leur client principal c'est Pentagone, c'est pas mal comme client, mais voilà, donc évidemment que là beaucoup de commandes sont pas communiquées, et donc l'analyse s'avère parfois compliqué. Voilà, bref, dans tous les cas, les États-Unis ont tiré l'épingle du jeu, c'est assez évident, de ce conflit, comme ça a été par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale également. Donc c'est pas du complotisme que je vous fais, c'est juste le constat que voilà, les États-Unis ont quand même profité pas mal des cadeaux de Vladimir Poutine qui les a offerts gentiment cette année. Gentiment ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'ils sont assez contents de point de vue économique, les Américains, parce que maintenant c'est vraiment le chemin ouvert pour vendre du gaz partout en Europe et vendre des armes pour rearmer tous les pays, parce que maintenant ils sont devenus clairement le seul pratiquement fabricant des armes au monde, des armes modernes on va dire. Voilà, donc si je reviens sur le sujet principal, donc là pourquoi je parlais des États-Unis, parce que les États-Unis, les choses vont mal, mais ils sont mieux placés dans tout ce bazar, parce que si on parle de l'Europe, on n'est pas du tout là, hein. Donc en Europe, on est vraiment moins bien placé, parce que l'inflation, déjà, il n'y a aucun espoir que ça s'arrête cette année, donc là on est déjà à 10%, on est déjà plus qu'aux États-Unis, et il n'y a pas de solution. Déjà, monter les taux en Europe, c'est bien plus compliqué que monter les taux aux États-Unis. La Banque centrale, il y a bien moins de marge de manœuvre pour le faire, hein. Ça il faut admettre. Christine Lagarde elle a parlé un petit peu dans le même style comme Jérôme Powell, en disant que voilà, on va monter les taux, mais par contre, n'oubliez pas que les États-Unis profitent aussi de leur valeur dominante de dollar, qui est une valeur internationale. Ils peuvent imprimer de l'argent, exporter leur inflation sans problème. C'est quelque chose que ne pouvons pas faire en Europe, et donc on n'a pas les mêmes circonstances, on n'a pas les mêmes conditions économiques, et on n'a pas la même devise. Même si l'euro c'est une devise évidemment importante, mais elle n'est pas de loin. Il faut vraiment bien se rendre compte, parce que parfois dans notre tête on a l'impression que l'euro et le dollar ça se valent, mais non, pas du tout. C'est que justement la majorité, mais vraiment écrasante des transactions dans le monde se fait en dollars, et dollar c'est une devise internationale et pas une devise seulement
américaine. Et donc, la hausse des taux en Europe, ça, c'est compliqué parce qu'il y a des pays comme l'Italie, par exemple, là, pour vous regarder sur notre tableau de bord, le taux italien, on est à 4,4. Vous savez, il était à moins de 1% quand on était il y a un an et demi à peu près, je sais plus. Mais il y a 2 ans, c'est sûr que pendant les périodes de quantitative easing, justement, quand la Banque centrale elle a racheté des obligations, on était vraiment en dessous de 0%. Donc, et ça, c'est beaucoup par rapport aux autres pays européens parce que les normes de taux, en fait, les normes de taux en Europe, c'est plus faible que aux États-Unis. Il ne faut pas comparer le taux américain avec le taux italien, bien évidemment. Mais c'est pas émis dans les mêmes devises. Et là, si vous comparez par exemple par rapport à la France, l'Allemagne, ça va, ça reste gérable, mais vous savez, on était à 0 voire négatif les dernières années. Donc là, maintenant, on est à 2, largement au-delà de 2. Donc, en fait, l'image économique change avec ce taux donc, de refinancement. Donc, c'est un ralentissement économique garanti. Et si jamais la BCE continue à monter les taux, dans ce cas-là, l'Italie explose littéralement. Parce que l'Italie, c'est un pays très endetté, un pays avec des finances publiques très, très complexes, dans la situation politique très complexe. Et donc, il faut faire beaucoup attention parce que le travail de créer la tâche de notre ami Lagarde, elle est bien plus compliqué que la tâche de Jérôme Powell, qui est un petit peu genre tranquille biche, comme je dis, le roi du monde fait ce qu'il veut. Et il faut faire attention parce que moi je ne vois pas comment l'Europe va gérer cette crise. J'ai l'impression que d'un temps, on espère que la guerre en Ukraine s'arrange. Grâce à la météo, donc il fait super bon, chez nous il fait super froid aujourd'hui parce qu'il y a du Mistral, mais généralement, l'octobre, il a fait super beau partout en France. Là, il fait toujours quand même assez doux. Et là, on a des réserves de gaz qui sont remplies. D'ailleurs, vous allez me jeter des pierres, mais moi, je trouve que les autorités européennes, elles ont quand même bien géré cette crise parce que finalement, on se retrouve avec des réserves bien remplies. Normalement, l'hiver, on devrait passer sans problème, malgré l'explosion des gazoducs, malgré tous les efforts de Vladimir Poutine de créer une crise gazière, une crise énergétique en Europe. Pour l'instant, on est quand même, on était plutôt bien géré, n'est-ce pas, par rapport à ça. Donc là, je pense que je vais être critiqué pas mal parce qu'on aime bien critiquer le politicien, ce qui est bien, vous savez, parce que moi, je suis d'origine russe et ouais, donc du coup, je connais super bien ce conflit. Poutine, l'Ukraine, ça me parle très bien. Donc moi, je préfère que nous, on critique nos dirigeants, peut-être parfois excessivement, plutôt que de ne pas les critiquer, comme font les Russes, et ils se retrouvent dans la merde où ils sont aujourd'hui. Donc, mais par contre, sur le coup, là, je trouve que pour la crise énergétique, pour nous assurer que nous serons, on va dire, au chaud cet hiver, je pense qu'ils ont quand même plutôt bien géré. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je suis over-optimiste ou pas, ça, on va voir. Voilà, maintenant, je vais revenir sur sur le graphique en fait technique. Ça c'est de l'image que j'ai postée en fait sur Telegram. Encore une fois, je vous rappelle que n'oubliez pas de rejoindre Telegram parce que je publie quand même pas mal d'infos sur cette petite chaîne. J'essaie de réorganiser un petit peu le projet et de communiquer régulièrement sur la chaîne Telegram des informations que moi je trouve importantes. Et là je publiais le graphique long terme, vous savez, donc ça c'est sur Weekly. Là je vais passer sur Weekly. Hebdomadaire, pardon, moi j'ai plus l'habitude de travailler en anglais, donc parfois Voilà. Et donc là, pourquoi c'est important? Parce que vous savez que j'ai déjà identifié plusieurs niveaux sur le graphique. On va parler de la tendance court terme dans un instant. Mais pour moi, on devrait finir la correction actuelle, parce que la macro, elle justifie largement une correction complète. Donc là, on va se prendre plein dans la gueule, si on parle différemment. Et la fin de cette correction, moi, je m'attends au niveau 3200. Donc pourquoi je m'attends à 3200? C'est pas au niveau qui est pris du plafond, parce que si je regarde comment la tendance de très long terme à partir de la crise de subprime, pourquoi la crise de subprime j'utilise comme un point de départ, c'est parce que c'est à ce moment-là que le monde a changé, parce qu'on a passé d'un paradigme économique dans un autre. Donc pour moi, c'est vraiment, ça a ouvert une nouvelle ère en fait des quantitative easing, des stimulus, etc. Voilà, bref. Et donc après toutes les micro-crises qui ont eu lieu sur la route, sauf Covid, je vais en parler, il s'est arrêté sur cette ligne de trend long terme. Donc, si j'extrapole ce raisonnement, dans ce cas-là, on devrait, à un moment donné,
Après, évidemment, ça peut pas être en ligne droite, en fait, vous voyez, parce qu'il ne faut pas le prendre à la lettre, parce qu'on peut faire aussi comme ça, on peut faire comme ça, et s'atterrir, en fait, sur cette ligne de tendance long terme à un moment donné. Donc, mais elle est ascendante. Donc, aujourd'hui, au moment quand j'enregistre cette vidéo, en novembre 2022, si on passe direct la ligne droite, ça sera le niveau légèrement en dessous de 3200. Donc moi j'aime bien arrondir le niveau parce que sinon c'est pas lisible. Et c'est pour ça que moi je trouve aujourd'hui que le niveau de 3200 c'est le niveau vraiment de la fin de la correction. Par contre, si après il y aura d'autres zigzags en fait sur la route, on peut effectivement extrapoler encore cette ligne ascendante et arriver à un niveau plus élevé. Par exemple, ici on attend encore jusqu'à 2000, c'est quoi, c'est déjà 2025, ça, voilà. Plusieurs années, donc du coup ça va remonter 3004, etc. Donc vous voyez, mais normalement la correction finale devrait se terminer quelque part sur ce niveau-là. Et pourquoi j'ai pris Covid comme en cas particulier? Parce que moi je trouve toujours, que c'était un événement assez exceptionnel quand même. Parce que ça, c'était une fermeture des économies, c'est un phénomène qui a fait énormément peur. Donc il y a eu énormément de psychologie. Et en fait, dans mon raisonnement, j'intègre un certain excès de nervosité, en fait, qui correspond justement pour moi de cette cassure de niveau de 2500, où on a dû s'arrêter selon ce modèle. Et ça explique pourquoi on est allé jusqu'à 2200, 2150, au plus bas de la crise Covid. Donc, mais pour moi, c'était vraiment un excès de nervosité du marché parce qu'il n'y avait vraiment pas du tout de visibilité. Je ne dis pas que pendant d'autres crises, on a eu beaucoup de visibilité, mais ici, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement exceptionnel et presque non économique en fait, parce que bon, évidemment, la pandémie, les gens les morts, voilà, il y a eu beaucoup de décès à ce moment-là, donc on n'avait pas de vaccin. Bon, encore une fois, je vais me faire jeter des pierres parce que tout le monde va me dire que le vaccin n'a rien fait. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais dans tous les cas, moi, dans mes simulations statistiques, j'essaie d'appliquer un certain ratio de discount sur les événements de Covid parce que les mouvements étaient largement trop excessifs. Donc voilà, moi je préfère de voir cette ligne de tendance, mais si vous préférez, si vous voulez être vraiment propre, dans ce cas-là, on devrait la dessiner comme ça. Donc c'est vrai que ça devient un tout petit peu plus négatif, on peut descendre jusqu'à 3000, et c'est pour ça dans mes communications, notamment dans ma lettre mensuelle que je vais publier la semaine prochaine, je dis toujours que moi, mon niveau d'accumulation sur S&P 500, dans les conditions actuelles, c'est entre 3000, je dis même 2900, je prends une petite marge au cas où. Vous voyez, je suis malin. Entre 2900 jusqu'à 3002, ça c'est vraiment le niveau dans lequel je vais acheter agressivement le marché. Bon, je vais acheter tout n'importe quoi, des petits trucs, même biotech peut-être. Bon, bref, ça sera un niveau sympa. Et je pense que la chaîne Mind de Cash va être très utile pour vous à ce moment-là. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et partagez à vos amis qui veulent devenir riches en bourse. Voilà. Et ce niveau-là, j'espère d'ailleurs qu'on va y arriver. On va y arriver parce que ça ouvrira vraiment une opportunité du siècle. Déjà, il y a beaucoup d'opportunités, mais là, dans ces niveaux-là, c'est quand même assez clair qu'il faudra acheter. Encore une fois, un disclaimer, je n'ai pas le droit de donner des conseils en investissement. En fait, ce rebond-là, j'en ai profité, même, vous le savez, en fait, ceux qui font partie de mon club Option Invest, je fais du trading maintenant avec des options pour des tendances dans le cycle de baisse, et je maintiens mon portefeuille principal qui est bien rempli toujours, qui est en perte. En fait, la structure de mon investissement cette année, elle est suivante. En fait, j'ai un portefeuille qui est très gros, qui est très bien rempli avec des actions, évidemment, on le baisse avec les marchés. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo de Café de Dimanche que malheureusement, à cause des baisses des GAFAM, maintenant je commence à sous-performer l'indice S&P 500. À côté, j'ai décidé, parce que évidemment, au début de l'année 2022, je m'attendais à une certaine turbulence. Je commençais à faire du trading, plus du hedging, en fait dans le style hedging, avec des options. Bon, après les produits optionnels, évidemment vous pouvez trouver toutes les descriptions de la vidéo, parce que moi j'ai une expertise dans les options, et j'aime bien utiliser ces produits parce qu'ils permettent de construire des stratégies très flexibles, parfois complexes, qui permettent vraiment de traduire ma vision, vraiment pile poil ma vision de marché dans une position boursière. Notamment d'ailleurs, j'ai monté une position assez complexe sur l'action Meta. J'en ai publié dans mon
dans mon club. Et elle est assez intéressante pour ceux qui font partie du club Option Invest. Je sais que vous êtes déjà assez nombreux. Je vais aussi faire une vidéo pour vous présenter en détail cette stratégie parce que bon, c'est vrai qu'elle est un peu, c'est un peu complexe. Et donc du coup, moi je trade souvent short le marché pour que ça compense éventuellement les baisses des titres dans mon portefeuille principal. Et quand je dis que j'ai profité de cette hausse, ça veut dire que j'étais pas hedgé. Donc du coup, je relâchais le hedge quelque part à ce niveau-là et mon portefeuille du coup il a profité de cette hausse et après je recommençais à me hedger. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'avais ouvert une position bear put spread, c'est une position aussi pour couvrir mon portefeuille avec des options à autour de 3700, je l'ai ouvert et maintenant avec le rebond récent des marchés, ça c'est le rebond d'octobre, j'ai vendu une leg short put que j'ai pris un profit sur cette jambe et maintenant je me suis retrouvé avec un put simple en fait sur S&P 500 au niveau 3006. Donc en fait moi je hedge justement ce niveau 3006, 3002. Ça c'est le niveau où je ne suis pas encore prêt d'acheter parce que bon c'est un niveau que je pense qui va être très critique. Ici je m'attends beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité parce que dès qu'on va casser 3600 qui est pour moi un niveau vraiment béton, bon après c'est plus exactement, c'est un petit peu en dessous de 3600 mais bon bref, comme je vous ai dit j'aime bien arrondir un petit peu les niveaux parce que moi je fais du trading plus moyen terme, ce qu'on appelle parfois swing trading et mais dès qu'on va casser durablement ce niveau, on va descendre avec beaucoup de volatilité, avec le VIX, l'indice VIX, enfin, l'indice de la peur qui va exploser certainement, pour atteindre 3002 et on va commencer encore une fois cette bataille 3002, mais là, cette fois, je vais être beaucoup plus bullish. Je vais commencer à chercher des opportunités. Avec mon club Option Invest, je vais commencer à lancer des stratégies de sell put qui vont être super intéressantes à ce niveau-là parce que le VIX va être, j'imagine, à 35-40. Pas moins, et donc du coup toutes les primes des options vont être très chères, donc du coup ça va être très très intéressant de vendre ce qu'on dit vendre de la volatilité. Bref, voilà, donc c'est ça ma stratégie de moyen terme. Vous m'avez demandé aussi de regarder Nasdaq. C'est vrai que je le regarde pas très souvent parce que grosso modo pour moi tout ça c'est corrélé. C'est vrai que Nasdaq aujourd'hui il baisse plus parce que avec la hausse des taux, les valeurs technologiques il le tire vers le bas. Mais bon, vous m'avez demandé, je le regarde. Donc pour moi le Nasdaq, j'utilise toujours les modèles de Elliott. Vague de correction, si on regarde à plus long terme, on reste toujours baissier sur Nasdaq, mais certains ont peur des niveaux vraiment qui font peur, donc les niveaux de 600, 500, donc, et vous savez, j'aimerais bien vous rassurer, mais par contre, ce n'est pas impossible, parce que si jamais on rentre dans le scénario que je vous ai dit, que S&P 500 va se corriger dans la zone de 3002 voire 3000, ce qui est fortement possible. Après, je ne sais pas exactement quand ça va se passer parce que mon hedge, mon put, il expire en décembre. Là, je m'inquiète un petit peu en ce moment parce que il n'y a pas de garantie que ça va arriver ce décembre. Ça peut arriver janvier, ça peut arriver février, mais et on peut avoir un rallye boursier en fait à ce moment-là et donc du coup mon put va expirer worthless, je vais perdre les primes. Donc tant pis, ça reste un hedge, mais dans ce cas-là, mon portefeuille principal va monter. Bon, évidemment, pour être honnête. En fait, je ne veux pas créer une fausse impression que je gagne dans tous les coups. Non, en fait, si jamais il y aura un rallye boursier de la fin d'année, comme ça arrive de temps en temps, dans ce cas-là, c'est vrai que mon hedge de put, il va bouffer une grosse partie de ma performance que mon portefeuille va faire. Donc du coup, je ne peux pas dire que j'ai gagné. Donc je gagnerai si je suis suffisamment intelligent pour le vendre au bon moment et profiter à fond de cette hausse. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut être honnête que si vous implémentez la stratégie avec la couverture, qu'il faut prendre la couverture au bon moment et pas n'importe quand. Si je reviens sur le Nasdaq, donc dans ce modèle de correction, je pense que la correction sur Nasdaq va être encore plus violente. Parce que pourquoi on va baisser sur S&P 500 ? Parce que la seule raison qu'on peut avoir, que l'inflation dérape encore plus. Et donc du coup, la Fed monte les taux encore plus. Et donc du coup, si la Fed monte les taux, dans ce cas-là, toutes les modèles de pricing qu'on utilise pour les valeurs de croissance, ils vont montrer qu'ils sont trop chers. Et donc du coup, le marché va les vendre.
Et bah voilà, et ça va être un peu la merde pour Nasdaq où il y a beaucoup de valeurs technologiques. Et donc là, on peut facilement aller chercher les 700. Hein, donc, et là, cette correction pourrait se terminer là. Donc du coup, Nasdaq va baisser avec ce qu'on appelle une bêta plus importante. Donc du coup, si S&P baisse d'1%, Nasdaq peut baisser 2, 2,5, etc. Donc ça va aller vite. On va vite casser le... On est à combien déjà? On a 10 000 quelques là. Donc perdons encore quelques pourcents, c'est pas un souci pour Nasdaq. Voilà, donc là je pense que ça y est, mon parcours technique est fait. Donc là vous voyez que quand même, une chose importante que j'ai oublié de vous dire, que malgré tout ce que je suis en train de vous raconter par rapport aux corrections, etc., on voit toujours que le marché a moindre bonne nouvelle. Il essaie de monter. Là, j'attire votre attention à cette bougie là, qu'on a vue hier, le vendredi. Hier, d'ailleurs, c'était... Bon, hier, parce que j'enregistre la vidéo le samedi. Je suis malin, je ne suis pas le dimanche encore, vous êtes déjà. Il y a eu une statistique qui était publiée sur le chômage américain. Voilà, donc ça c'était les publications de vendredi 4 novembre. Donc là on voit que c'est des non-farm payrolls et en fait l'emploi américain. Donc il est ressorti mieux que prévu. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle du coup pour l'inflation. Et le chômage légèrement supérieur à ce qui était attendu. Et le marché, il est très volatile, il a bossé, il a baissé, il a monté, après il a rebaissé encore, donc finalement il est fini en forte hausse. Donc j'ai pas très bien compris la tendance de la journée, de la dernière journée de la semaine passée. Parce que, en fait, elle se comportait comme si c'était une journée de 4 sorcières, vous savez, quand il y a beaucoup de dérivés qui expirent. Parce qu'il y avait énormément de volatilité. Mais c'est évidemment pas à cause de cette une dixième de point que ça fait une tendance assez haussière. Je pense que c'est plus la psychologie des marchés parce que je pense, ça je vous dis mon avis personnel, que le marché ne sait pas où il faut aller. Parce que le marché obligataire aujourd'hui il n'est pas intéressant. Pas intéressant. S'il est intéressant, ça dépend comment vous structurez votre portefeuille. Mais dans tous les cas, on a peur des marchés obligataires aujourd'hui parce que la hausse des taux va faire baisser les prix des obligations. C'est ça qui est assez dangereux quand vous investissez dans le marché obligataire. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais dans tous les cas, c'est un marché bien particulier. Et donc, évidemment, les marchés européens, on est encore plus frileux pour y investir parce que il y a vraiment des risques dans le pays, hein, pour être honnête. Genre, si vous achetez les obligations italiennes, franchement, comme je dis toujours, je préfère d'avoir une action Microsoft dans mon portefeuille qu'une obligation italienne, parce que demain, il y a je sais pas, quelqu'un qui arrive au pouvoir, il va encore faire voilà, on va faire ça, on va faire ci, on va exploser le budget. Qui sait comment ça va se passer? Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, comment la situation politique peut impacter les situations économiques, en fait, parce que ce qu'a fait Liz Truss, ça a quand même créé une grosse bombe économique en Angleterre que le nouveau Premier ministre est en train de résoudre en ce moment. Donc voilà. Mais par contre, du coup, les investisseurs, ils se tournent vers les marchés d'actions. Ils disent que j'en tiens, si on n'a pas de place pour se poser, voilà, donc au moins on va acheter les actions, les actions énergétiques, les actions peut-être value. GAFAM, il n'aime pas, donc vous voyez, donc il y a une grosse rotation en fait. Mais par contre, j'ai l'impression que le marché lui-même ne sait pas trop dans quoi il veut aller, parce que le phénomène que je vous ai déjà parlé il y a assez longtemps, c'est que maintenant j'ai l'impression que les marchés vont être obligés de revoir un petit peu leur théorie. Ah oui, théorie économique devrait être revue, parce que le marché obligataire devient au moins aussi risqué que le marché d'actions, pour des raisons que je viens de vous présenter. Du coup, il y a deux phénomènes qui font la compétition aujourd'hui. C'est que d'un côté, la macro qui est mauvaise et il n'y a pas vraiment de raison pour monter. La technique qui suggère la correction plus profonde jusqu'à 3200, voire 3000, voire 2900. Et d'un autre côté, vous avez aussi cette envie de se placer, cette envie d'investir, parce que vous savez, l'argent, il faut les gérer, hein. On ne peut pas les laisser dormir, les grosses sommes que gèrent les hedge funds, et on ne peut pas les laisser dormir sur les comptes des banques. En fait, il faut les placer quelque part. Vous n'allez pas les placer dans Bitcoin. Il n'y a pas beaucoup de marchés qui sont suffisamment gros pour accueillir de gros capitaux. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai oublié tout à l'heure, un outil qui est très utile dans Investing, peut-être vous le connaissez déjà.
Ça s'appelle Fed Rate Monitor. En fait, bon, déjà, évidemment, elle vous montre le taux actuel, mais il vous montre aussi les prévisions des taux pour l'année suivante. Parce que vous savez, il y a un futur qui est tradé sur le marché CME qui montre les expectations, qui trade les attentes par rapport au taux directeur de la Fed. Pas le taux directeur d'ailleurs, Federal Fund Rate, si vous voulez être exact, c'est pas exactement pareil. Et là, par exemple, pour le mars 2015, oh pardon, 2023. Donc voici sont les attentes des marchés par rapport au taux. Donc vous voyez que la plupart d'analystes s'attendent à ces taux-là avec des certaines probabilités que vous pouvez trouver dans ce tableau. Donc c'est assez pratique pour anticiper, pour voir qu'est-ce que le marché pense par rapport au taux. Aujourd'hui, on connaît le taux de la Fed, mais si vous voulez vous projeter dans l'avenir, voir qu'est-ce que le marché pense par rapport à l'évolution du taux futur, vous voyez qu'on dépasse déjà largement les 5%. Et c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Cela veut dire que le 10 ans américain va passer sur les 5. Et donc du coup, il faudra... les obligations vont encore baisser. Donc ils ont déjà fait une très mauvaise performance cette année, ils peuvent encore baisser, mais par contre, si vous achetez maintenant les obligations américaines, vous pouvez figer le taux entre 4 et 5%, ce qui est déjà pas mal. Vous savez, ça faisait rêver encore il y a un an, parce qu'on parlait des sociétés qui versent un dividende très confortable quand on parlait d'une société qui donne 3% par an, quoi. Parce que le taux, justement, le taux de base, le taux sans risque, il était à 0, voire négatif. Et donc pour nous, 3%, c'était vraiment royal. Aujourd'hui, vous pouvez facilement avoir 4-5% sans aucun souci. Voilà, donc ça c'est à réfléchir. Hein. Pour ceux qui sont rentiers, ceux qui veulent vivre de la bourse, vous pouvez avoir une réflexion du style, par exemple, là ok, aujourd'hui c'est comme ça, c'est la situation, donc là j'accepte une certaine baisse des prix de l'obligation si j'achète les obligations, ou si bien vous achetez une ETF sur les obligations. Et dans ce cas-là, vous vous dites que genre, mais évidemment, cette inflation ne peut pas rester éternellement. Et si vous voulez devenir rentier avec la bourse, cette réflexion tient la route parce que clairement, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, et si on parle des horizons lointains, on va faire quelque chose avec cette inflation, c'est sûr. Et finalement, vous pouvez vous retrouver avec une position qui vous rapporte 5% en dollars quand l'inflation va retomber à zéro. C'est pas impossible. Mais évidemment, c'est un forecast, c'est un projet, c'est une vision économique future. Est-ce qu'il va se confirmer? Ça dépend, ça dépend. Si vous partagez cet avis que je viens de vous annoncer, dites-moi dans le commentaire qu'est-ce que vous en pensez. D'ailleurs, après, j'ai pas spécialement d'avis parce que je ne me considère pas comme un analyste macro, mais j'ai du mal à croire qu'on vivra avec une inflation comme ça parce que la guerre en Ukraine va se terminer un jour, les prix de pétrole vont baisser un jour, on va résoudre les problèmes des pénuries. Grosso modo, pour résumer, je veux dire qu'un jour, on va retrouver un équilibre économique. Un équilibre économique, je vous rappelle que c'est 2% de l'inflation, c'est souvent le but des banques centrales en termes de gestion de l'inflation. Et ce but va être atteint un jour ou l'autre, voire on va passer en dessous. Très probablement, on peut revenir même dans la situation avant cette crise de 2022 où on va voir les quantitative easing parce que quelque part c'est un nouveau paradigme depuis 10 ans. Et dans ce cas-là, on peut revoir à nouveau les taux à zéro, pourquoi pas. Et c'est ça que le marché espère d'avoir un jour aujourd'hui. Donc du coup, ce que je dis, c'est presque le mainstream, parce que si vous regardez la réaction de marché à moindre petite phrase d'un dirigeant de la Fed qui va dans le sens qu'on va faire un pivot, va pas faire un pivot, patati patata, c'est justement cet esprit-là qui commence à fonctionner, que genre on s'attend que qu'on revient dans notre monde merveilleux du passé où tout l'argent était gratuit, les taux étaient à zéro et voilà. Et donc c'est pas impossible. Je dis pas que c'est nécessairement que je pense, que je sais. En plus, je ne peux pas faire du timing, surtout sur cet événement. Et voilà. Voilà, la dernière chose que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la catégorie A des actions, parce que ce sont des valeurs de plus grande quantité, la meilleure qualité. Qu'est-ce que je commence à être fatigué, il faut arrêter, vous voyez, j'étais pas du tout synthétique à nouveau. Si on regarde les performances des entreprises de la catégorie A, year to date, regardez quelles sont les chutes qu'on peut voir. Et je vous répète que ce sont des valeurs avec des énormes méga avantages concurrentiels. C'est des valeurs, vraiment des leaders du monde. Et on regarde les year to date, Meta, c'est un cas particulier, on va dire. Match Group, je la suis depuis longtemps, vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos, je disais toujours que la valeur elle est top, mais par contre,
elle était valorisée de manière absolument absurde. Nvidia, c'est un petit peu pareil, c'est mieux que Match Group, mais valorisation elle était absolument excessive. Par contre, après, on rentre dans des valeurs, on va dire, beaucoup plus value. En fait, elles n'étaient pas survalorisées comme Match Group ou Nvidia. Donc Amazon qui chute bientôt de 50%, Salesforce pareil, Nike, Alphabet, Alphabet surtout, franchement, j'ai pas envie de donner des conseils d'investissement, mais Alphabet et Microsoft par exemple, elles ont subi des baisses des profits suite au dollar fort. Opérationnellement, vous regardez, c'est pas si mal que ça, mais en fait, rien n'est mal en fait ni pour Amazon, ni pour Alphabet, ni pour Microsoft, ça va pas mal. Ils génèrent des montagnes de cash tous les trimestres. C'est juste parce qu'on s'est habitué qu'ils génèrent encore plus d'habitude, mais aujourd'hui, il y a eu quelques contre-courant, on va dire, économique. Après, Moody's aussi, c'est une agence de notation, il y en a trois, vous savez, Moody's, S&P et Fitch, ils dominent tout le marché, il n'y en a que trois, c'est plus qu'oligopolistique. Voilà, S&P aussi, qui sont à côté. CME Group, c'est une place boursière. Voilà, vous voyez, donc c'est des valeurs de la catégorie A, les top baissent. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est quand même assez impressionnant, donc du coup, dire qu'aujourd'hui que les marchés sont chers, à mon avis, c'est quand même assez étonnant. Et voilà, et s'il faut acheter ou s'il ne faut pas acheter, évidemment, chacun en décide pour soi-même. Mais moi, j'aime bien acheter la catégorie A après la première vague de la crise parce que déjà, quand elle se corrige, je préfère de saisir les opportunités. Pourquoi je suis tellement courageux? Bon, j'aime bien être courageux quand tout le monde a peur. Ça, c'est vraiment une attitude qu'il faut avoir en bourse. Bah, tout simplement parce que si vous regardez bien cette liste des entreprises et vous vous posez la question, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Est-ce que vous allez avoir ces entreprises dans 10 ans? Pour moi, toutes les entreprises de cette liste seront là dans 10 ans. Après, évidemment, on peut rentrer dans une discussion. Est-ce que Meta va survivre? Est-ce que Metaverse va marcher? Est-ce que Facebook va toujours marcher? Bon, ok, Meta, c'est un petit peu particulier comme dossier. Mais par contre, il est massacré de point de vue valo. Hein. Vous pouvez regarder, c'est pour ça qu'il est particulier, justement. Après, Match Group, Nvidia, Amazon, Salesforce, Nike, Alphabet, Accenture, Microsoft et les agences de notation, elles vont exister. Combien vont valoir sur le marché, c'est une autre chose, mais en tout cas, leurs profits sont gigantesques, ils sont en croissance, et je ne vois pas qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans avec ces entreprises-là. On ne peut pas dire dans tous les segments des entreprises en bourse la même chose, parce que c'est vrai que dans certains secteurs, il y a des faillites, il y a vraiment des mauvais parcours, même dans le secteur mature comme l'automobile, parce qu'il y a par exemple, avec de la transformation vers l'électrique, il y aura des gagnants, mais aussi des perdants, donc peut-être il y a certaines entreprises qui peuvent vraiment, qui sont parmi les leaders aujourd'hui, qui peuvent peut-être perdre leur élan. Par contre, là, sur ces valeurs de la catégorie A, c'est pour ça ils sont dans la catégorie A, parce qu'ils ont en moite ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel, et donc elles sont protégées en quelque sorte par leur avantage concurrentiel, par ces murs de forteresse qui les protègent de la concurrence. Et donc du coup, moi j'aime bien à les niveaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui d'accumuler justement les valeurs de la catégorie A, parce que même si ça baisse encore, vous avez toutes les chances que sur le prochain cycle économique et boursier, que les choses vont aller beaucoup mieux. Voilà, c'est tout mes amis. Je vous rappelle que les screeners Mind the Cash sont là. La lettre mensuelle, je ne vous ai pas oublié mes amis, ceux qui font déjà partie de mes abonnés Premium Mind the Cash. Donc ça va être publié la semaine prochaine. C'est juste Jérôme Powell qui m'a retardé. Et pour ceux qui sont intéressés par les options, vous avez des informations comment rejoindre mon club. Et aussi, je vous souhaite tout le meilleur. Passez le bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas un like, un partage, un petit commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir. Je réponds à tous les commentaires qui sont posés sous les vidéos. Allez, à très bientôt et on se donne le rendez-vous sur Telegram pendant la semaine économique. Et voilà, bon dimanche mes amis et mind the cash, bye bye.